Bonjour Laurent Honnel, chanteur et surtout guitariste des Fatal Picard. Ouais, plus auteur-compositeur que chanteur, parce que mes talents de chanteur sont pas... C'est comme le mec qui joue de la trompette là par exemple, tu vois, c'est à peu près le même niveau. Pourtant, enfin, on vous a vu à plusieurs concerts, vous n'hésitez pas à pousser la chansonnette. Ouais, mais en fait, dans les Fatal Picard, le cahier des charges est pas super. On n'est pas très exigeant sur le plan du chant. À partir du moment où on sait à peu près brailler juste, ça le fait. Donc moi, on m'a autorisé à devenir chanteur un petit peu. Alors, en fait, ma toute première question qui m'était venue à l'esprit en écrivant ça, c'est tout simplement comment ça va, comment allez-vous? Eh ben, alors je vais être très honnête avec toi, on n'est pas loin du Bataclan. Ça n'a pas été la meilleure fin d'année pour le groupe. Mais là ça va beaucoup mieux parce qu'on a été touché personnellement par les attentats. On a perdu une éclairagiste, et bon bref, ça a été un peu compliqué pour nous, donc c'est quelque chose avec lequel on a dû composer, ça a bloqué la tournée. On était en processus d'écriture pour le nouvel album, ça a reposé beaucoup de choses, remis beaucoup de choses sur la table. Mais maintenant ça va mieux, et puis on est comme beaucoup de gens, de toute façon nous on sait faire qu'une seule chose, c'est monter sur scène et faire de la musique, donc voilà. Après 15 ans de scène, 15 ans d'écriture avec les Fatals, est-ce que vous êtes toujours aussi Fatal? Est-ce que, enfin même toi personnellement, est-ce que tu te sens toujours aussi Fatal? Parce que Picard, bon on sait déjà que vous l'êtes plus trop, mais Fatal du moins. C'est un secret ça, ce truc-là. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le groupe, on en parlait hier justement avec mes autres collègues, on est parti de rien au début, les Fatal Picard, c'était un projet... On était juste avec Yvan, l'ancien chanteur, et moi. C'était très café-théâtre. Et quand on voit ce que le groupe est devenu aujourd'hui, en fait, c'est grâce à cette espèce de dynamique permanente qu'on a. On a toujours des idées, on a toujours envie de se renouveler, on a toujours envie d'évoluer. On a envie d'être sur scène. La fatalité, c'est quelque chose d'imposé. Nous, ce qui nous est imposé, c'est l'envie de continuer, en fait. Donc on est Fatal, en tout cas, le cahier des charges du début des Fatal, le décalage, l'humour, le second degré, l'engagement politique... Le concernement politique plutôt, c'est toujours là. Et justement, quelque chose d'autre qui peut vous définir très très bien, c'est votre énorme proximité avec tous vos fans. Enfin, je sais pas, par exemple, on voit Jean-Marc Sauvagnard qui est de plus en plus sur l'application Periscope pour parler à ses fans, même lors des repas entre amis. Ouais. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez ou finalement, quelque part, on vous l'impose? Alors, c'est jamais quelque chose qu'on nous a imposé. En fait, ça participe de l'ADN du groupe. Nous, quand on a commencé, en fait, c'était le début des réseaux sociaux, c'était le début de MySpace, il n'y avait même pas Facebook, c'était les forums. Et par rapport au genre de musique qu'on fait, où il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'interactivité, ça nous paraissait impossible de ne pas impliquer le public dans ce qu'on faisait. On peut pas... l'humour, le second degré, ça implique d'avoir quelqu'un en face de soi. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas les Fatal Picard. Donc on a naturellement été vers les gens pour les dédicaces, En plus, on a été souvent confrontés dans les festivals à d'autres groupes ou à d'autres artistes juste horribles en fait. Des gens qui viennent voir personne, ils sont là pour faire leur spectacle, prendre du pognon et point. Et donc voilà, donc ça n'a jamais été imposé. Des fois on est fatigué, des fois ça nous fait chier, on n'a pas envie d'aller dédicacer, mais on y va parce que les gens nous font l'honneur de venir, souvent ils nous ramènent des cadeaux. Et cette relation particulière qui est la nôtre avec le public, que ça soit sur les réseaux ou en live, pour nous c'est important de l'entretenir. Ça peut paraître calculé, mais en même temps, à la base, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Moi, je pourrais pas faire ce métier-là si j'avais pas un dialogue avec le public. En plus, ça inspire souvent. Il y a des chansons qui sont parties de discussions sur Facebook ou de... Donc, Gros Con, qui est une chanson sur la violence faite aux femmes. Moi, j'avais fait une blague nulle autour des Pandoriens dans Avatar. Je me disais, les femmes pandoriennes, quand on leur tape dessus, on voit pas les bleus. Humour. Et en fait, quelqu'un m'a dit, ouais, on peut pas rigoler avec le truc des femmes battues. Moi-même, j'ai été battu, c'est pas drôle, ceci, cela. Et du coup, j'en ai fait une chanson. Voilà. D'accord. Effectivement, ça peut partir de rien. Et justement, cette proximité avec les fans, ça peut aller jusqu'au crowdfunding que vous avez fait l'année dernière. Bon, faut excuser mon accent anglais. Le crowdfunding. Financement participatif. Financement participatif pour être très français. Avec la captation d'un DVD live 14 novembre 2014. Ouais. Donc, qui a été financé en partie par les fans. Presque totalement en fait. Totalement. Ouais. En fait ça rejoint la question d'avant et c'est là que tu t'avères un très habile journaliste, c'est qu'il y a une logique dans tout ça. En fait Jean-Marc c'est le batteur, lui il est très au courant de ça, il nous a dit ça serait bien qu'on fasse vraiment qu'on serve du crowdfunding pour réaliser notre album. On est indépendant, on souhaite pas retourner chez une maison de disques, on était déjà chez Warner, on était parti. Et la question s'est posée du financement. Et en fait, on s'est dit, s'il y a bien une personne sur laquelle on peut compter, c'est le public.
Et le crowdfunding, ça va être l'occasion pour nous de jauger de la puissance financière que représente justement cette quantité non négligeable qu'est le public. On a lancé cette campagne via une plateforme Ulule, avec laquelle on travaille maintenant depuis longtemps. Le résultat a été, on a réussi 300% de l'objectif, on a été les deuxièmes en Europe en termes de musique à réaliser ça. Et non seulement ça a été très gratifiant sur le plan personnel, mais en plus ça a été super stimulant. Parce que à partir du moment où tu sais que tu as des gens qui payent pour avoir un contenu, il y a une attente forte qui est créée et il y a une réelle obligation de notre part. Donc ça nous a rendu, je pense, plus créatifs. Et là, c'est une exclue, le prochain album se fera aussi en crowdfunding. On va commencer début février. Et parce que ça va être l'occasion pour nous encore de retrouver quelque chose de stimulant. Et pour les gens qui y participeront, d'avoir des contributions, je ne vais pas dire incroyables, n'exagérons rien, mais des trucs que vraiment les gens n'auront pas en achetant un album de manière traditionnelle. Et ces contreparties, vous avez déjà des idées ou comment ça se passe? Elles sont déjà établies. Je m'en suis occupé avec Aline qui est notre chargée de production. On a défini tout le cahier des charges parce que mine de rien, on va pas rentrer dans les détails, mais préparer une campagne de crowdfunding, ça implique une préparation en amont relativement importante. Et puis on s'est demandé qu'est-ce qui ferait le plus plaisir aux gens. Alors je vais pas tout dévoiler là, mais moi à titre personnel, je vais proposer 3 heures de cours de guitare à ceux qui le souhaitent. Voilà, parce que la pédagogie, ça m'a toujours intéressé et j'aime bien l'idée d'articuler, moi en tant qu'auteur de chansons, d'articuler la pratique instrumentale avec la création de chansons, l'accompagnement, des choses comme ça. On va avoir la possibilité de faire écouter l'album aux gens avant tout le monde, de les réunir le temps d'une soirée, d'écouter l'album intégralement et de leur raconter la genèse du projet. Voilà, il y a des trucs plus improbables, il y aura des invitations à des concerts et puis tout va s'articuler autour de l'album qui reste l'objet principal. Mais on est dans une économie qui actuellement nécessite de déborder largement le cadre du simple objet et de penser ça de manière plus élargie. Et ça nous permet de faire ça en fait. Je voulais également parler, vous venez il y a pas longtemps de finir une tournée internationale qui vous est menée à travers toute la France. On est même allé en Bretagne. Ah ouais, ce faut être courageux. Vous préparez donc un 8e album. Ouais. Il y a une nouvelle tournée qui va commencer. J'avais une question, est-ce que parfois vous dormez? Oui, on dort dans le camion. Voilà. Non, en fait, les Fatal Picard, on est indépendants presque depuis le début au niveau de la tournée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on conçoit nous-mêmes nos tournées. Et en fait, c'est pas vraiment des tournées. C'est en général, on part sur la route en fin de semaine et le reste du temps, on dort. Voilà. Donc là, tu vois, par exemple, on est mercredi. Et ben moi, je repars sur la route vendredi, samedi. Puis après, je rentre chez moi lundi. Et après, lundi, mardi, là en ce moment, on est en écriture d'album. Donc on passe du temps en studio, on se voit pour écrire, pour échanger, mais on est très présent quand on est sur la route, mais on a beaucoup de temps pour nous, faut pas se leurrer. Et d'ailleurs, tu me disais avant l'interview que mine de rien, même si l'image que le public a de vous, c'est un groupe complètement barré qui jamais sérieux, c'est mine de rien, c'était une grosse hygiène de vie pour durer 15 ans sur la scène française, c'est ce que tu me disais avant. J'irais pas jusqu'à parler d'hygiène de vie. Non, mais ça dépend de certains membres. Non, on aime bien les moments conviviaux. Là, il faut comprendre, on aime bien boire. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on a créé notre label. On fait vivre une équipe de 10 à 12 personnes autour de nous. Il y a une attachée de presse, il y a une responsable de projet, il y a une administratrice, il y a 4 techniciens, il y a nous-mêmes. On a une vraie responsabilité en tant qu'employeur et ça demande énormément de travail pour gérer tout ça de manière indépendante. Et on ne pourrait pas se faire ça si on était des vieux punks totalement incompétents. Par contre, c'est vrai que nous, sur scène, on en profite, quoi. C'est les Fatal Picard, on est dans une époque bien trop sérieuse. Nous, on estime qu'on peut rire plus ou moins de tout avec plus ou moins n'importe qui, et tant pis si ça vous plaît pas. Et voilà, mais après, ça demande du travail, puis ça nous intéresse vraiment, en fait, surtout. Et tu me parlais là il y a quelques instants de Jean-Marc, donc, qui est votre batteur, qui a sorti un album tout récemment, novembre 67. Vous avez très très rapidement communiqué à ce sujet en disant que c'était vraiment pas une scission du groupe, mais vraiment un projet personnel qui l'éloignait vraiment pas des Fatal Picard. Et donc on a quand même, vous avez ressenti un besoin de communiquer là-dessus. Et finalement, qu'est-ce que vous en pensez de ce choix? On cherche vraiment pas des déclarations de choc. Qu'est-ce que vous pensez du choix de Jean-Marc de faire ça? C'est vraiment son rêve? Ah oui, Jean-Marc, c'est un ami depuis 10 ans, donc on se connaît vraiment de manière intime. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais d'abord, moi j'ai écrit 3 chansons avec lui, donc ça me faisait plaisir de participer à ce projet. Moi je considère que, alors, je veux pas faire d'honneur de leçon, mais
on est dans une société où la transdisciplinarité c'est vachement important. Moi je comprends pas l'idée des gens, il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais vous êtes un groupe de punk rock décalé, pourquoi il fait de la variété française, sous-entendu variété française à 2 balles. Je veux dire on est libre justement de mener des projets qui nous tiennent à cœur, les Fatal Picard permettent ça. Yves il a un groupe où ils font du rock metal très très violent. Paul il a un groupe qui s'appelle la Sex Bomb où ils font des trucs totalement décalés, où on est plus proche des Robins des Bois ou des Nuls ou des trucs comme ça. Moi j'adore la littérature, je fais des chroniques de littérature étrangère ou des choses comme ça. On est chacun très divers dans nos envies et les Fatal Picard nous permettent de réaliser ces trucs là. Et les gens qui ont peur de ce que ça pourrait signifier en termes de séparation du groupe se trompent totalement, c'est même l'inverse. Nous, ce genre de projet, ça nous soude encore plus. Moi, je suis content d'enregistrer des chansons et d'en écrire pour Jean-Marc. Jean-Marc, il est content de faire ça. Il revient plus disponible pour le groupe. C'est des soupapes de sécurité. Chacun fait... voilà, si un jour, je sais pas moi... Si Paul ouvre un restaurant en Thaïlande, qui était un de ses projets à une époque, moi, je trouverais ça super cohérent. Voilà, on n'a pas envie d'être cloisonné. On s'est rencontrés tard dans les Fatales, on avait tous au moins 25-30 ans. On avait déjà des projets de vie bien affirmés, donc moi je trouve ça vraiment super bien. Et Jean-Marc a une grande force que j'admire beaucoup, c'est la capacité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais d'aller jusqu'au bout de ses projets. Et effectivement, donc tu as dit que vous vous étiez rencontrés relativement tard dans le groupe actuel, que effectivement les départs et les arrivées sont un peu une monnaie courante dans l'histoire avec un grand H des Fatal Picard. On pense effectivement à Xavier Callot, les éphémères Old Laf ou Jonathan Benisti. Est-ce que un éventuel départ ou une scission, est-ce que parfois vous y pensez, est-ce que même parfois vous le craignez ? Je sais pas si on craint ça. Moi je pense toujours à l'arrêt du groupe, mais de manière positive. Je me dis c'est normal. Déjà il y a 3-4 événements traditionnels. Déjà on vieillit. On est jeune, mais on fait une musique qui demande de l'énergie. Et combien de temps on sera capable de tenir sur scène ? Parce que forcément, nous, on est jugé souvent là-dessus. C'est-à-dire qu'on dit toujours les concerts des Fatales, il y a vachement d'énergie, il y a vachement de partage. Mais le jour où on est en deçà de ça, ça sera compliqué de dépasser ça. Il y a la question évidemment de la maladie et de la mort. On n'est pas à l'abri des aléas de l'existence. Et puis après, il y a la question de la créativité. Jusqu'à quand on sera capable de proposer quelque chose qui plaît à des gens en fait. Jusqu'à quand moi, à chaque fois que je reprends la plume pour écrire, je me demande est-ce que je vais arriver à faire une chanson qui plaira, qui sera intéressante, qui sera pas trop ratée. Combien de temps on peut faire ça en fait ? Donc c'est plutôt voilà. Et après il y a l'entente personnelle. Nous on est un groupe très soudé. On a vécu des moments forts, positifs et négatifs, mais c'est parfois compliqué aussi. On est dans le domaine de l'intime en termes de relationnel, donc on se connaît bien. Et qui dit connaissance profonde des gens, je vois encore ce que vous voulez dire, mais c'est même pire que ça. Qui dit connaissance profonde des gens dit aussi plus forte capacité à se déstabiliser mutuellement. Donc c'est pas, on sait bien que dans les familles c'est plus facile de blesser les gens qu'on connaît que les gens qu'on connaît pas. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose, mais je pense qu'on a l'honnêteté de se les poser ouvertement entre nous en fait. Et de ne pas se renfermer dans nos frustrations et de laisser régulièrement une soupape de sécurité pour exprimer des choses. Et puis on se connaît bien maintenant, on sait qu'un tel va râler à tel moment pour un truc, on sait qu'un... Ouais, donc moi je pense toujours à la fin de la chose, mais comme quelque chose de positif. Et en tout cas pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour. Voilà. Et puis il y a un élément important qui peut déterminer tout, c'est la désaffection du public. Si un jour il n'y a plus personne en concert... On a de la chance, mais ça peut arriver. Hein. Après, plus les années passent, plus on fidélise des gens aussi. Et puis, je sais pas, mais c'est pas grave. Tout commence, tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. C'est une belle métaphore pour terminer cette question. Celle-là, elle est géniale. Paul, il a moins rigolé que toi. Oh là là. Mais quelle équipe. Une autre question qui est peut-être un peu philosophique. Est-ce que parfois vous avez pas l'impression d'être simplement l'incarnation d'une période des Fatal Picard et de pas être les Fatal Picard eux-mêmes ? C'est une question que je me suis beaucoup posée et je me demandais si ça pouvait vous traverser l'esprit. Alors c'est une question intéressante et pertinente. Moi je suis arrivé dès le début dans le groupe. J'ai commencé à écrire dès le début, donc de toute façon l'évolution de l'écriture des Fatal Picard, elle tient grosso modo à deux choses. À la période où Yvan était là, il a donné un peu le cahier des charges des Fatales, c'est lui qui a fondé le groupe et c'est lui qui a impulsé on va dire l'étincelle initiale, c'est le Big Bang, c'est lui en fait. Moi j'étais là au début et je suis là encore maintenant.
Donc effectivement, il y a 2 périodes dans les Fatales. Il y a eu l'arrivée de Paul, le nouveau chanteur. Il y a eu, à ce moment-là, il y a eu l'Eurovision qui est venu jouer un rôle d'accélérateur au niveau médiatique et qui a été suivi du départ d'Yvan. Donc il y a 2 périodes. Mais globalement, même si on a perdu des fans et qu'on en a gagné, a priori plus qu'on en a perdu, pour moi, qui ai vécu le truc depuis le début, ça me paraît logique parce que ça correspond à mon évolution personnelle. Au début, écrire des chansons assez potaches comme Chasse-pêche et Biture, comme Schizophrène ou comme Punk à chien, ça me parlait. Quand Yvan est parti, moi j'ai eu envie d'écrire des choses comme Le combat ordinaire, comme je sais pas, C'est l'histoire d'une meuf, ou comme, même s'il y a des trucs déjantés comme Punk au Liechtenstein sur le dernier album. Donc moi j'ai trouvé après le départ d'Yvan un moyen de m'exprimer un peu plus. Et pareil pour mes collègues, je pense aussi. Donc effectivement ça peut paraître un peu bicéphale les Fatal Picard. En tout cas, il y a 2 temporalités différentes. Il y a Yvan et après. Mais il y a plein de groupes qui ont connu ça. Il y a eu AC/DC avant et après Bon Scott. Metallica a perdu Dave Mustaine. Alors, toute proportion gardée. Pink Floyd a largué son fondateur. Je pense pas que ça soit un problème à partir du moment où on sait où on va. En fait. Mais c'est vrai, je comprends très bien, moi, les gens qui disent c'était mieux avant ou c'était mieux maintenant. Nous on se pose pas ces questions là, nous on a envie de faire des choses, on les fait. Voilà, après alors il y a un truc, ça c'est une vraie question, on en parle souvent avec Paul, j'en parlais l'autre fois. Et on a souvent cette question, le rock français, l'humour et tout ça. Et avec les années, à force de réfléchir à ça, on a remarqué une chose, le rock c'est une religion. Au sens, c'est fait pour relier les hommes, mais aussi avec tout ce que ça suppose de... Il y a un canon. Il y a un canon, il y a comme des textes, il y a la Bible, le Coran, le Talmud si on veut, et dans le rock il y a un truc qui est toujours absent, c'est l'humour. L'humour, c'est dès que tu fais de l'humour, tu t'attaques à tout, ça devient iconoclaste, on peut pas dévaloriser le rock en faisant de l'humour, ça devient pas sérieux. Et nous ça participe de ça, on n'a pas envie de... Dans le cahier des charges des Fatal Picard, il n'y a pas ce côté on va se créer des personnages, on va s'éloigner de son public pour créer le mystère. Nous c'est exactement l'inverse en fait. Et c'est en ça que c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que on peut jouer la carte, oui voilà, Bowie c'est un très bon exemple, un mec génial qui se crée des personnages, qui n'apparaît que par intermittence, voilà. Et j'ai un immense respect pour Bowie, moi je suis un gros fan, comme beaucoup de gens, des premiers albums et tout ça. Mais nous c'est l'inverse, nous c'est pas ça. C'est d'abord moi j'ai pas du tout, on n'a pas la prétention d'avoir le talent de Bowie. Et en plus nous notre but c'est encore une fois dès qu'on fait, je veux pas rentrer dans les, je sais même pas si je pourrais vraiment le théoriser maintenant, mais l'humour ça implique une posture qui fait que moi je m'appelle Laurent et que sur scène c'est Laurent et pas Jimmy Thunder, et que Paul c'est pas je sais pas moi, les gens ont remarqué que c'est pour ça aussi que les gens nous aiment, c'est-à-dire que ils nous connaissent, ils ont presque l'impression de nous connaître personnellement. Et c'est vrai qu'il y a des gens, il y a certains fans qui ont fini par travailler avec nous, qui sont devenus organisateurs de concerts ou journalistes. Et moi je trouve ça bien de les voir grandir et d'avoir pu contribuer à notre manière à faire en sorte que cette interaction soit positive aussi pour eux, quoi. Donc non, en tout cas moi je serais incapable de faire... Moi j'ai grandi, mes modèles c'était Renaud, Brassens, Jean Ferrat, c'est des gens qui faisaient de la chanson engagée aussi et pour qui le dialogue et le partage c'était consubstantiel de la chose, donc voilà. Justement, je ne sais pas s'il y a un lien de corrélation entre ces 2 trucs-là, mais est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression de souffrir peut-être d'un déficit d'image, peut-être au vu du public français? Je m'étais juré de ne pas en parler, mais je ne peux pas passer à côté avec cette question. On pense à votre prestation à l'Eurovision, peut-être à l'exposition universelle de Milan l'année dernière. Est-ce que vous avez pas l'impression que parfois le public regarde d'un œil différent les Fatal Picard? Alors sur le problème de l'image du groupe, ça c'est un très vieux problème. Déjà ça date à la base du nom les Fatal Picard. Déjà le nom les Fatal Picard c'est pas formidable à porter quand tu commences un projet. Au passage c'était un projet qu'on pensait pas avoir duré. Nous les Fatal Picard c'est un nom un peu décalé parce qu'un copain avait pris l'accent Picard sur une chanson et quelqu'un a dit c'est trop fatal le Picard. Mais t'imagines pas que 15 ans après, tu vas devenir important sur la scène rock française. Voilà, ça c'est une première chose. Après, effectivement, ça crée un décalage. Pour beaucoup de gens, les Fatal Picard, ça véhicule l'idée d'un groupe un peu régionaliste. Voilà. Ouais, au début, on a caressé un petit peu ça dans le sens du poil. Il y a eu ça. L'Eurovision, ça nous a... En plus, on avait choisi une chanson très Eurovision, donc
pas très représentatif du groupe. Enfin, effectivement, on a encore souvent un déficit d'image, mais la pérennité du groupe et la longévité et le travail qu'on a fait surtout là-dessus nous ont permis quand même d'améliorer cette image. Et puis il y a eu des trucs positifs qui nous ont aidés. Il y a eu quand on a fait le jour de la mort de Johnny qui a été censuré, quand il y a eu Gros Con sur les violences faites aux femmes par exemple, quand il y a eu ces histoires d'une meuf où on taclait un peu les enfoirés, il y a eu des choses qui nous ont permis et qui ont permis quand même aux médias de contrebalancer un peu le côté un peu ringardo, franchouillard. Voilà. Après, que toute une presse française, que toute une intelligentsia, que tout un système soit peu enclin à nous aimer et avoir envie de nous aider, on est habitué. En fait, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, non pas totalement, mais on fait avec, on s'en sort. Nous, ça fait 15 ans qu'on râle parce qu'on fait pas certains festivals et on comprend pas alors qu'on ramène beaucoup de monde, mais ça fait 15 ans qu'on voit ces festivals avec des nouveaux artistes qui disparaissent l'année d'après alors que nous, on est encore là. Donc on pourrait être aigri si ça n'avait pas marché pour nous, mais c'est pas le cas en fait, quoi. Alors, on vient d'avoir un tacle pour les festivals, c'est magnifique. Non, mais il y en a beaucoup, on en parlait là, le printemps de Bourges, on a joué pour eux, ça s'était très bien passé. Et le type nous dit l'année prochaine, promis, je vous programme sur une vraie scène et tout ça, il nous a jamais programmé. Voilà. Les Franco de La Rochelle ont accepté du bout du doigt qu'on joue à une époque en première partie de trio. Ils nous ont payé peanuts. Depuis, on n'entend plus jamais parler d'eux. Ils refusent même de nous parler. Je trouve ça pas très élégant, pas très pertinent. Ils s'en foutent et nous, ça nous rend juste triste parce que c'est un festival qu'on respecte et que ça nous ferait plaisir. Après, on a fait 6 Olympias complets. On se passe d'eux, mais je trouve ça dommage d'avoir une lecture aussi cloisonnée et... Je trouve ça juste dommage en fait, quoi. On n'est pas en guerre contre eux, mais bon, le printemps de Bourges cette année, on va y aller à la sauvage, on y va gratuitement, on va jouer dans un bar et ça nous fera plaisir parce qu'on a envie de jouer. Point. On continue sur les questions un peu compliquées du groupe. Est-ce qu'il y a des chansons que parfois vous avez regretté d'avoir composées ? Ah, tout le temps, mais alors pour des raisons très différentes. Il y a des chansons que j'aime pas musicalement, tu fais des trucs, tu te dis ouais, c'est pas bon. Là sur le dernier album, je sais plus combien on a fait de morceaux. Il y en a 3-4 que j'aime pas, où je suis pas content de moi, où je suis pas content du truc, je suis pas content du sujet, je trouve ça mal foutu et tout ça. Après, il y a suffisamment de chansons qui me font me dire je suis content de moi et mon petit ego est satisfait parce que j'ai réussi à composer un truc relativement pas trop bancal. Voilà, il y a des chansons maladroites des fois. Je suis content parce qu'il y a peu de chansons que je trouve qui vieillissent en termes de sujets qu'on évoque en fait. Il y a rarement une chanson où je me dis je l'aurais pas pensé de la même manière, ou c'est un peu ringard, ou... Ça encore ça va quand on parle des punks à chiens ou quand une chanson maintenant qui a presque 10 ans comme Le Combat Ordinaire ou la chanson sur les femmes battues Gros Con ou Coming Out sur l'homophobie, même si des fois pour faire de la chanson d'humour t'es obligé d'utiliser un peu des poncifs, de caricaturer, d'aller là où ça marche parce que t'as que 3 minutes et qu'il faut y aller quand même assez vite, et puis après tout moi je suis que moi avec mes talents de moi, donc je suis pas capable de faire mieux que moi. Ouais, mais oui, on regrette toujours des trucs, mais je regrette des fois quand les gens comprennent mal. Reste sur le dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Manouche. Il y a pas mal de gens qui nous ont dit c'est un peu raciste comme chanson, alors que non, pas du tout, il faut mieux lire le texte. C'est une chanson qui dit justement c'est ni noir ni blanc, on n'est pas manichéen. On dit toute l'ambiguïté de parler des populations roms qu'on a envie d'accueillir, mais qui produisent aussi une nuisance dans notre environnement. Parce que on est comme tout le monde, voilà, et c'est des gens, moi j'habite Lille, et ben c'est des gens que j'ai envie d'aider, qui vivent dans des conditions terribles, et en même temps c'est des gens c'est ce que je dis dans la chanson, qui violent nos ordures et qui égorgent les poubelles. C'est très mineur et en même temps il y a une nuisance. C'était une manière de dire en chanson quelque chose d'un petit peu ambigu. C'est pas toujours facile, et peut-être que la chanson est pas très réussie non plus, ça arrive. Lundi, vous étiez à la Bellevilloise. Ouais. Pour un concert, enfin une soirée solidarité avec le Sénégal. Ouais. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette soirée? Comment ça s'est passé? Pourquoi c'était? C'est un truc très simple à la base. Il y a une chose sacrée pour moi dans la vie, en tout cas je suis pas le seul, c'est l'amitié. Et en fait j'ai un vieil ami avec qui j'ai commencé la musique et qui nous a présenté avec Yvan des Fatales, qui s'appelle Xavier Simonin. Il est acteur, il est metteur en scène, il travaille dans le milieu du théâtre. Nous on a construit parallèlement nos carrières d'artistes. Et ça fait depuis des années, lui il a vécu en Afrique quand il était gamin, et il a un lien très fort avec la culture africaine. Et il y a quelques années il s'est dit je voudrais notamment aider les femmes africaines, mais je voudrais créer un événement culturel au cœur du Sahel pour amener de la culture dans un pays compliqué, enfin bref voilà. Il voulait faire son festival avec les populations africaines. Ils ont monté ça, c'était d'abord un petit truc, et l'année dernière ils ont eu Youssou N'Dour, cette année il y a Salif Keïta.
Et c'est un festival qui déborde largement le cadre du simple événement musical. C'est un festival qui vise à sensibiliser les populations sur le traitement fait aux femmes dans ces milieux des fois très difficiles, très patriarcaux, qui vise à sensibiliser les gens sur des questions d'écologie. Enfin voilà, et ça se passe au cœur de l'Afrique et ça implique des Africains. C'est pas une bande de blancs qui viennent en Afrique prendre du pognon et qui repartent après. Et Xavier m'a dit voilà, ce festival il existe, je le fais vivre avec mes amis africains et j'aimerais bien créer une interface, une plateforme en France pour commencer à parler de ce festival. Il m'a dit est-ce que tu accepterais? J'ai fait oui, parce qu'il était hors de question que je refuse ça. Il m'a dit est-ce que les Fatales Picard accepteraient? J'ai fait oui, parce que je savais que dans les Fatales on refuserait pas ça. Et donc voilà, on a été avec le comique Olivier de Benoît. Et on a fait un concert, Xavier a parlé de son projet, il y avait 300 personnes, ça a été organisé à l'arrache, tout le monde a fait ça bénévolement et j'en parlais avec notre administratrice hier. Moi s'il n'y a pas de la gratuité dans ce qu'on fait, je fais plus ce métier-là en fait. Je gagne bien ma vie, on gagne bien notre vie, moi j'ai une chance monstrueuse, je me considère comme un privilégié. Et si on ne peut pas utiliser ça pour de temps en temps justement... En plus, nous, ça nous fait de la pub, on n'est pas dupes de ça. Ça confère une aura de respectabilité supplémentaire au groupe. Mais surtout, moi, quand un ami me demande de faire ça, c'est oui, quoi. Voilà. On est boulevard Voltaire, on est en face de la Statue de la République. Le café La Bonne Bière est à 50 mètres. En tant qu'artiste... J'ai cru que tu allais dire la Bonne Bière est à 50 €, ce qui est à peu près le prix à Paris en ce moment. En fait. Je te dirai pas combien a payé les cafés, mais bref. Non, mais je vois à peu près. Moi, je suis lillois, tu sais, donc c'est... Ah. Ouais. Et donc justement, en tant qu'artiste, cette soirée du 13 novembre, c'était comment? C'était quoi? C'était une soirée de merde, autant être honnête avec toi. J'étais avec des amis parce qu'on fêtait le vernissage d'une exposition à Lille. Et en fait, on nous a téléphoné en nous expliquant qu'il y avait cette prise d'otage au Bataclan et qu'accessoirement, dans le Bataclan, il y avait Yves, notre bassiste, il y avait Arnaud, notre régisseur, il y avait la compagne de Yves et il y avait Nathalie, notre éclairagiste, qui était là-bas. Nathalie s'est fait tuer dès le début par ces cons. Je sais pas d'autres mots, enfin j'en ai d'autres mais c'est vraiment pas plus gentil. Et donc Yves, Arnaud et Marjo ont vécu cette chose dont je ne parle pas parce que je l'ai pas vécu donc je peux pas en parler, mais ils ont vécu cet enfer dans le Bataclan. Et nous on y a perdu une amie, une collègue. Accessoirement toute notre équipe vient du Bataclan en fait. On a notre ancien éclairagiste qui nous avait présenté Nathalie. Beaucoup de remplaçants, notre ancien régisseur venait du Bataclan en fait. Donc voilà, ça a été difficile pour plein de gens à plein de niveaux différents et nous on a vécu ça de manière très... voilà. Et donc on a dû annuler des concerts, on n'a pas encore remplacé Nathalie, ce qui est compliqué. Et Yves, c'est lui qui a redonné le tempo en fait de l'événement. On s'est dit de toute façon il faut qu'on remonte sur scène rapidement. Il n'y a pas le choix. Et donc c'est lui qui a dit moi j'ai besoin de remonter sur scène parce que finalement je sais pas, je peux pas parler à sa place mais je pense que c'est pas la moins bonne des thérapies en tout cas de remonter, d'affronter des peurs qui étaient les nôtres parce qu'on a joué à la Cigale après. C'est très intéressant aussi au niveau des médias parce que quand pour le coup tu es au cœur d'un truc que tu as vécu et quand tu vois le nombre de conneries qui sont débitées dans la presse et les médias autour d'un événement, ça te rappelle aussi ce que la déontologie a d'importante parfois dans le métier de journaliste. Tu penses à quoi particulièrement quand tu parles de déontologie? Déjà du respect de la vie privée des gens, ça c'est une chose. Et puis tout simplement de la déformation de l'information. On a lu beaucoup la presse à ce moment-là, on a vu beaucoup de gens interviewés. Quand toi tu es au cœur de l'événement ou quand des amis ont participé vraiment à ces choses-là et te donnent leur vision des faits, et quand tu vois ce que dans la presse des fois on lit et on entend, ça te permet de prendre un peu plus de recul. Mais en même temps, moi je suis plus quand même monde diplomatique que BFM, donc voilà. On va dire que c'est une qualité. Je sais pas, en tout cas moi j'aime l'immédiateté de l'actualité, c'est pas toujours ma cam, même si c'est nécessaire. Jeudi, vous jouez un Stein dans le 9-3. Du coup je pense à la chanson de Chaka Ponk, Stein, j'habite à Stein, mon nom c'est Stein. Ça marche? Lui il part en quart de tour. Il est fou. Ouais, justement, 9-3, Seine-Saint-Denis. C'est important pour vous de jouer là-bas ou parce que dans des cas, enfin dans des départements, des villes comme ça où on pense qu'il n'existe que la misère et la violence, avec vos textes très politiques et finalement importants à connaître, c'est important. Ouais, c'est marrant parce que moi j'ai lu pas mal de trucs récemment d'ouvrages de politique et quand on dit Saint-Denis maintenant j'aurais tendance à penser justement université, Stade de France. Moi j'ai grandi avec NTM donc le 9-3 pour moi c'est plutôt positif au niveau de créativité et finalement quand on s'aperçoit que dans le 9-3 il y a
Alors, il y a des populations pauvres, défavorisées et tout ça, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent. C'est des endroits où on a créé beaucoup de pôles d'excellence. Enfin, c'est peut-être le 9-3 dans quelques années. De toute façon, maintenant, ça fait partie de Paris et ça va finir par être forcément extrêmement plus dynamique qu'avant et tout ça. Après, effectivement, moi, quand j'étais gamin, Renault, il disait à la Courneuve, il n'y a pas d'usine, il n'y a que des prisons et du béton. Effectivement, il y a beaucoup de travail à faire dans le 9-3, mais comme partout ailleurs. Donc, moi, je vois pas ça de manière négative, même si évidemment il y a des ghettos et on n'est pas dupe de ce qui peut se passer là-bas. Après, nous, on a toujours beaucoup travaillé avec les salles de la périphérie, parce que traditionnellement, que ce soit pour des raisons politiques ou culturelles, il y a beaucoup de travail qui a été fait justement pour sortir, désenclaver ces zones au niveau culturel. Et donc c'est vrai que nous on est amenés souvent à jouer, que ce soit dans ces villes-là, à Savigny, à Cergy, enfin où il y a beaucoup de gens qui font un travail énorme au niveau culturel pour créer du lien, pour créer de la dynamique, même si c'est pas toujours facile. Donc voilà, et puis effectivement, nous on a toujours un discours qui prône quand même on va dire la transculture, la transdisciplinarité, le fait d'essayer de tirer les gens vers le haut. Même si on n'est pas dupe, on sait que le public qui vient à nos concerts est un public de... Voilà, on va pas ramener des gamins élevés à la culture hip-hop qui vont préférer Maître Gims ou Section d'Assaut que nous. C'est dommage, moi j'aimerais bien, puisque nous on fait parfois l'inverse, d'aller vers ces trucs-là, mais ça n'empêche pas que... Bref, on est content. Moi je suis content de jouer dans... Pour moi, tant que ça soit à Triboniac, les deux églises, ou au Franco de Montréal, l'important c'est que ça se passe bien. Ah, super. Et une dernière question, pour finir, un petit peu plus légère. Ça tombe bien, notre chanteur s'appelle Paul Léger. Ah, joli. J'avais même pas pensé, c'est magnifique. Bon, on a perdu Michel Delpech. Il y a beaucoup de Michel qui sont partis. Il y a Michel Drucker, qui bientôt, on sait pas, peut-être. Et la mort de Gianni, c'est pour quand? Alors, c'est vachement drôle parce que sur le prochain album, je suis en train de finir une chanson qui s'appelle Le Monde sans Michel. Voilà, où je parle de la mort de Michel Delpech au début et je m'interroge sur le fait de dire qu'un jour, il y aura un monde sans Michel. Et ça, c'est tout bonnement impossible en fait. Tu vois, Michel Drucker, je me fais pas de soucis parce que c'est le 6e clone en fait. Il a été cloné en 69, il a eu un accident dans le train, il en est pas sorti. Il a été cloné en 74, il avait fait une indigestion. Il a été cloné 3 fois dans les années 80 et là il vient d'être cloné parce qu'en fait il n'a pas supporté le décès de Michel Delpech. Quand au jour de la mort de Johnny, c'est ce que j'ai dit souvent à propos de cette chanson, moi je l'ai écrite à l'époque où Johnny voulait être naturalisé suisse pour des raisons fiscales. Genre je me suis dit il était belge, il était français, maintenant il veut être suisse. Bon, et après je me suis dit en même temps le jour où il meurt ce mec là, et je me suis amusé non pas à souhaiter sa mort, moi je souhaite pas du tout sa mort, j'ai du respect pour ce bonhomme qui a apporté vachement de choses en France, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre problème. Mais je trouvais ça, voilà, c'est notre grande icône, c'est notre Elvis Presley du pauvre à nous. Et le jour de sa mort, évidemment, on peut pas s'empêcher de penser à ce que ça... Quand on voit ce que la mort de René Angeli semble avoir provoqué au Québec, imagine la mort de Johnny Hallyday quoi. Le mot de la fin, je sais pas, t'as quelque chose à dire en particulier? Je vais remercier les gens comme vous, sans démagogie aucune, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, qui sortent de l'université pour prendre des outils concrets en main et qui acceptent d'affronter un environnement aussi hostile pour interviewer des gens comme nous, parce qu'accessoirement, s'il n'y avait pas des gens comme vous, les Fatal Picard, ça serait pas ce que c'est exactement maintenant, en fait, voilà. Vous avez besoin de nous pour faire du contenu, et nous on a besoin de vous parce que TF1 il veut pas de nous. Mais le jour où TF1 voudra de nous, comptez pas sur nous pour avoir mon 06. Pourtant j'ai tout fait pour.